Le hoquet, ce petit bug du corps. Tu bois un soda trop vite, et c'est ridicule, ça fait marrer tout le monde, sauf toi. Mais en réalité, ton corps vient juste de bugger 2 secondes. Ton diaphragme se contracte sans te demander ton avis. Aspire l'air d'un coup, puis stop. La glotte se ferme brutalement et ça fait ce bruit hyper reconnaissable. C'est un réflexe, simple et surtout très, très têtu. La plupart du temps, ça passe vite. Pourquoi ça arrive ? Parce que tu manges trop vite, tu bois du pétillant, de l'alcool, tu passes du chaud au froid ou t'es juste stressé. Rien de fou. Même les bébés ont le hoquet. Certains avant même de naître. Mais parfois, le hoquet ne lâche pas. Et là, c'est plus la même histoire. Quand il devient persistant, dans environ 80% des cas, il y a une cause physique derrière. Les 20% restants, c'est plutôt psychologique. Heureusement, dans l'immense majorité des cas, le hoquet disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Mais si ça dure plus de 48 heures, là, il faut consulter. Au-delà de 2 jours, on parle de hoquet persistant. Au-delà d'1 mois, hoquet intraitable. Et là, ça peut vraiment devenir problématique. Fourmillement, l'aiguille invisible. Tu te lèves après être resté assis trop longtemps, ta jambe est endormie, puis soudain, c'est la pluie d'épingles. Ça pique, ça brûle presque, et tu regrettes immédiatement d'avoir bougé. En réalité, c'est juste ton système nerveux qui se réveille. La position a comprimé un nerf ou réduit le flux sanguin pendant quelques minutes. Le signal est coupé, tu bouges, le sang revient, et les fibres nerveuses se mettent à tirer dans tous les sens. Résultat, c'est fourmillement ultra désagréable. C'est transitoire, et dans la plupart des cas, totalement bénin. Les paresthésies peuvent être temporaires, liées à une position, sans gravité, ou au contraire, persistantes, chroniques. Si ça dure, si ça revient sans raison, si ça touche les 2 côtés du corps, ou si ça s'accompagne de faiblesse, là, on commence à parler de neuropathie. Et les causes sont nombreuses. Un diabète qui abîme les axones, une carence en vitamine B12, un nerf coincé comme dans le canal carpien, des maladies auto-immunes, des toxiques, ou même certains médicaments. Bref, le câblage peut se régler pour 1000 raisons. Si ça disparaît en quelques minutes, c'est souvent juste mécanique. Frisson, le mode chauffage d'urgence. Tu sors dehors sans manteau. Et là, ton corps se transforme en marteau-piqueur. Épaules qui tressaillent, dents qui claquent. Impossible de contrôler quoi que ce soit. Mais en vrai, ce n'est pas du gaspillage d'énergie, c'est ton thermostat interne qui a parlé. L'hypothalamus détecte une chute de la température centrale et déclenche le système nerveux sympathique. En gros, il envoie un message clair aux muscles, bougez, et vite. Résultat, des micro-contractions ultra rapides qui produisent de la chaleur immédiatement. Ce n'est pas élégant, ce n'est pas discret, mais c'est diablement efficace. De la thermogenèse brute. Exactement le même programme se lance quand tu as de la fièvre. Le point de consigne monte, tu te sens glacé alors que ton corps est déjà chaud, et tu frissonnes pour atteindre cette nouvelle température cible. Et le froid n'est pas le seul bouton. Une émotion forte peut déclencher la même réaction. Une montée d'adrénaline, d'hormones du stress, et les nerfs comme les fibres musculaires sont surstimulés. Le signal est bref, mais la mécanique est identique. Chair de poule, le vieux réflexe dopaminé. La musique monte, un passage te prend par surprise et ta peau se hérisse. Tu connais le scénario. Le nom officiel, c'est la piloérection. Le système nerveux sympathique se déclenche et contracte de minuscules muscles à la base des poils. Résultat, chaque poil se redresse comme s'il servait encore à tenir chaud ou à intimider un prédateur. Chez nous, ça ne sert plus vraiment à ça. C'est surtout un vestige qui s'active quand l'émotion prend le volant. Ce qu'on appelle le frisson esthétique se déclenche quand le cerveau émotionnel sursaute face à quelque chose d'inattendu. Puis très vite, le cortex analyse la situation et comprend « pas de danger, c'est de la musique ». Ce relâchement déclenche alors une libération de dopamine et voilà pourquoi ça fait du bien. Chair de poule, frisson, sensation de plaisir. La recherche suggère qu'environ 2/3 des gens peuvent ressentir ces frissons musicaux et beaucoup montrent une vraie chair de poule visible. Les personnes plus ouvertes à l'expérience y sont d'ailleurs plus sensibles. Mal des transports, la guerre des capteurs. Tu es dans un bus qui enchaîne les virages. Tu regardes ton téléphone et ton estomac commence à lever un drapeau blanc. Le problème, ce n'est pas le trajet. C'est une guerre interne. Tes yeux disent « on est immobile », tes oreilles internes crient « non, on bouge ». Tes muscles envoient encore un autre message avec des micro-corrections permanentes. Résultat, conflit total, et face à ce chaos, le cerveau peut faire une interprétation radicale. Empoisonnement potentiel. Alors, il déclenche la nausée, mode défense activé. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge, et dans à peu près tous les moyens de transport. Voiture, bateau, avion, train, même les manèges. Alors, qui ment ? Personne. Les capteurs ne racontent juste pas la même histoire. La solution, c'est de les réaligner. Fixe l'horizon pour synchroniser la vision avec l'oreille interne. Choisis un siège plus stable, au centre d'un bateau, au niveau des ailes dans un avion. En voiture, assis-toi devant, face à la route, tête calée, mouvement réduit au minimum. Évite de lire, vraiment. Objet fixe plus véhicule en mouvement égale décalage maximal. Avant le trajet, mange léger, plutôt fade, pas d'alcool et évite les odeurs trop fortes.
Ce n'est pas la route qui te rend malade, c'est la désynchronisation. Brain freeze. Quand la glace brûle. Tu prends 2 grosses cuillères de glace, un peu trop vite, et là, bim. Une douleur ultra violente te transperce le front. Tu portes la main ici instinctivement, mais le problème ne vient pas de là. En réalité, tout se passe dans le palais. Le froid arrive d'un coup, trop brutal. Les petits vaisseaux sanguins se contractent, puis se dilatent presque immédiatement, et ça, les capteurs de douleur n'aiment pas, mais alors pas du tout. Le message remonte alors par le nerf trijumeau, celui qui transporte la douleur du visage. Résultat, le cerveau se trompe d'adresse et projette la douleur au front, on appelle ça une douleur référée. Tout le monde peut avoir un brain freeze, mais les enfants et les personnes migraineuses y sont clairement plus sensibles. La lenteur, c'est la survie. Si ça t'arrive, le réflexe est simple. Stoppe le froid, réchauffe ta bouche et plaque ta langue contre le palais. Bonne nouvelle, c'est totalement bénin. Ça dure que quelques secondes à 2 minutes, puis plus rien. Papillon dans le ventre. Tu attends un message, un rendez-vous, une annonce importante, et là ton ventre se serre. Pas une douleur franche, plutôt un mélange de vide, de frissons comme si quelque chose battait des ailes à l'intérieur. Les fameux papillons dans le ventre. Ce n'est pas de l'imagination. C'est ton cerveau émotionnel qui a pris le contrôle. L'amygdale détecte l'enjeu, l'excitation, le stress, l'anticipation et active le système nerveux autonome. Résultat, montée d'adrénaline, redistribution du sang et l'appareil digestif passe au second plan. L'intestin est particulièrement sensible parce qu'il est tapissé de neurones. On l'appelle même le deuxième cerveau. Quand l'émotion frappe, la motricité digestive se modifie. Contraction irrégulière, ralentissement ou accélération du transit, sensation de creux ou de flottement. Le signal remonte ensuite vers le cerveau, qui interprète ça comme une émotion encore plus forte. Pourquoi des papillons et pas juste un nœud ? Parce que le mélange excitation plus incertitude crée une activation rapide, mais pas forcément négative. Le corps se prépare à quelque chose d'important, même circuit que le stress, mais sans la menace claire. C'est pour ça qu'on retrouve la sensation d'avant un examen, un premier rendez-vous, une prise de parole ou même un moment très attendu. Même réaction biologique, interprétation différente. La bonne nouvelle, c'est que ce signal est réversible. Respiration lente, profonde, surtout en expirant plus longtemps que l'inspiration. Posture ouverte et parfois simplement nommer l'émotion suffit à calmer le ventre. Les papillons, c'est le corps qui anticipe avant que la tête ait décidé quoi ressentir. Éternuement sans allergène, l'attaque fantôme. Tu es en train de manger tranquillement. Et là, sans prévenir, atchoum. Puis encore un. Puis encore. Aucun pollen, pas les yeux qui grattent, pas de plaques sur la peau, juste ton nez qui part en rafale pendant que tu lâches ta fourchette. Dans ce cas-là, ce n'est pas une allergie. Ce sont 2 réflexes non allergiques qui peuvent être en cause. Premier coupable, la rhinite gustative. Les aliments très chauds ou bien pimentés, la capsaïcine par exemple, activent des capteurs dans la bouche et le nez. Le nez se met à produire du mucus et l'éternuement est déclenché via le nerf trijumeau et le système parasympathique. Pas besoin de pollen pour ça. Deuxième scénario, encore plus étrange, la snasiation. Le mot vient de sneeze et satiation. Ici, ce n'est pas l'aliment qui compte, mais la quantité. Après un gros repas, l'estomac se distend et ça suffit à déclencher des salves incontrôlables d'éternuement. En général, 3 ou 4 par repas. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, mais très peu déclaré. Pour la snasiation, la règle est claire. Des portions plus petites. Mouche volante, l'ombre dans le gel. Tu regardes quelque chose et là de petits filaments apparaissent, comme des toiles, des points, des ombres qui flottent dans ton champ de vision. Dès que tu essaies de les fixer, ils s'échappent. C'est agaçant, souvent sans danger, mais pas toujours. Quand ça traîne depuis des mois sans rien d'autre, c'est généralement bénin. En revanche, alerte si ça apparaît d'un coup, surtout accompagné d'éclairs lumineux ou d'un voile sombre sur le côté de la vision. Là, direction l'ophtalmo sans attendre. Ce qui se passe est assez simple. Au centre de l'œil, il y a le vitré, une sorte de gel transparent. Avec l'âge, il se liquéfie, des fibres de collagène s'agglutinent et leur ombre se projette sur la rétine. Ce sont ces fameuses mouches volantes. Parfois, le vitré se décolle à l'arrière de l'œil. En se détachant, il peut tirer sur la rétine et parfois la déchirer. Dans ce cas, le scénario est typique. Pluie soudaine de nouveaux flotteurs, plus éclair lumineux égale danger. Si tout est stable, on observe. Le cerveau apprend à les ignorer, avec le temps, il dérive hors de l'axe visuel. C'est plus fréquent après 50 ans et chez les personnes myopes. Ça peut arriver plus tôt en cas d'inflammation, de diabète ou après un traumatisme. Dans la majorité des cas, c'est inoffensif, mais une apparition brutale avec des éclairs, c'est une urgence. Le creux d'ascenseur. L'ascenseur descend d'un coup, juste un étage, et pourtant ton ventre tombe. Une sensation nette, très brève comme un petit vide intérieur qui te coupe le souffle une fraction de seconde. Pourquoi cette mini-chute ? De la physique, tout simplement. Quand l'accélération change brutalement, ton corps suit, mais pas tous en même temps. Tes organes, surtout l'estomac et les intestins, sont plus mobiles. Ils gardent leur inertie et flottent une fraction de seconde pendant que le reste de ton corps suit la cabine. Les nerfs autour de ces organes envoient alors un signal d'alerte. Et en parallèle, l'oreille interne confirme la sensation de quasi-apesanteur. Quand toi et le sol tombent au même rythme, il n'y a plus de soutien vers le haut.
Résultat, la sensation de poids disparaît. Le cerveau reçoit aussi un petit décalage entre ce que voient les yeux et ce que ressentent les capteurs d'accélération. Et c'est ce cocktail-là qui crée ce fameux creux. Sur les montagnes russes, l'effet est encore plus fort. Surtout à l'avant, les changements d'accélération y sont plus violents et moins prévisibles. Fixer l'horizon aide d'ailleurs à stabiliser les infos visuelles et à limiter le vertige. Un détail utile, s'asseoir bien droit. Gainer un peu, ou au contraire se pencher, peut changer l'intensité de la sensation. Crampe Charlie Hearts, le nœud est clair. Nuit calme, tu t'allonges, et soudain, ton mollet se transforme en nœud barbelé. Douleur nette, violente, le muscle se verrouille et poser le pied devient mission impossible sans grimacer. Alors, qui est le coupable? L'eau? Les sels minéraux? Les nerfs? En réalité, tout le monde a un peu raison. Sous le capot, ce sont les motoneurones qui déchargent en rafale. Ils forcent les fibres musculaires à se contracter sans relâche. Fatigue, déshydratation, perte d'électrolytes, grossesse, diurétique, ou même des nerfs pincés dans le dos peuvent alimenter l'incendie. Une mauvaise circulation ou une insuffisance veineuse peuvent aussi expliquer pourquoi ça frappe surtout la nuit. Ces crampes sont plus fréquentes chez les sportifs et avec l'âge. Elles touchent surtout le mollet ou le pied et durent en général moins de 2 minutes, même si sur le moment ça paraît beaucoup plus long. Tu veux l'éteindre rapidement? Masse profondément. Dorsiflexe le pied, tire les orteils vers toi et étire le mollet jusqu'à sentir la tension relâcher. Pour une crampe à la cuisse, attrape le pied et ramène-le vers la fesse. Et si les crampes reviennent souvent sans cause évidente, mieux vaut en parler à un professionnel. Claquement des dents, le métronome du froid. Le froid est sec et sans te demander ton avis, ta mâchoire se met à claquer toute seule. Tac, 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 tac. Impossible d'arrêter. Ce n'est pas un tic volontaire, les muscles de la mâchoire s'activent en rafale. Ils serrent, relâchent, puis recommencent. Le bruit de tes dents qui s'entrechoquent, c'est tout simplement la bande-son d'un chauffage d'urgence. Alors, utile ou juste gênant? Utile. Quand la température centrale commence à chuter, le cerveau déclenche un frisson localisé. Des micro-contractions rapides qui produisent de la chaleur exactement comme les frissons du corps, mais concentrés sur la mâchoire. Si tu veux calmer le phénomène, vise le centre, pas la bouche. Réchauffe le torse, bois quelque chose de chaud, bouge vers un endroit tempéré, une écharpe ou un cache-cou aide un peu, mais si le noyau reste froid, la mâchoire continuera. Des claquements peuvent aussi venir du stress, de l'anxiété, d'effets secondaires de certains médicaments, notamment certains antidépresseurs ISRS ou de sevrage de substances. Là, on se rapproche plus du bruxisme que d'un réflexe lié au froid. Oreille qui pop, tu changes d'altitude. La pression monte, et d'un coup tes oreilles se bougent, puis pop. Et là, soulagement immédiat. L'audition revient, la pression retombe. Enfin, pas toujours. Parfois cette sensation de plénitude traîne pendant des heures. Derrière ce bruit un peu étrange, il y a une pièce clé, la trompe d'Eustache. Elle relie l'oreille moyenne au haut de la gorge et sert à égaliser la pression. Le reste du temps, elle reste fermée. Elle ne s'ouvre que par à-coups quand tu bailles, avales ou mâches. Le problème, c'est quand elle gonfle ou qu'elle colle. Allergie, rhume, sinusite ou simplement une anatomie un peu particulière, l'air circule mal. Résultat, craquements, sons étouffés, parfois même de la douleur, surtout lors de la descente en avion. Pour aider, fais simple. Baille franchement, avale plusieurs fois, mâche un chewing-gum. Tu peux aussi utiliser la manœuvre de Valsalva, mais très doucement. Tu pinces le nez, tu fermes la bouche et tu souffles à peine. Et tu t'arrêtes immédiatement à la moindre douleur. Mal faite, cette manœuvre peut provoquer un barotraumatisme. Le fameux pop, c'est un bon signe. Ça veut dire que la soupape fonctionne. En revanche, si le pop refuse de venir et que tu as une douleur, vertige ou baisse d'audition, il faut faire contrôler. Une infection ou un barotraumatisme sont possibles. Acouphène, un son fantôme, mais un cerveau bien réel. Tout est calme, trop calme. Et dans ce silence, un sifflement apparaît et refuse de partir. Tu coupes tout, tu tends l'oreille, il est toujours là. Alors, si rien ne sonne, qui joue cette note? Les acouphènes touchent entre 10 et 25% des adultes. L'oreille perçoit un son sans aucune source extérieure. Très souvent, il y a une perte auditive derrière, liée au bruit ou à l'âge, mais parfois ça peut venir d'un bouchon de cérumen, d'une otite, d'un coup au cou ou de certains médicaments comme les anti-inflammatoires, certains antibiotiques ou antidépresseurs. Plus tu y penses, plus il prend de la place. Le problème, ce n'est pas juste le bruit, c'est l'impact. Le sommeil, l'humeur, la concentration, tout peut en prendre un coup. Attention quand même à certains signaux. Un acouphène qui apparaît brutalement d'un seul côté ou qui bat au rythme du cœur, là, il faut consulter rapidement. Tressautement de l'œil, le clin d'œil involontaire. Ta paupière se met à vibrer. Toi, tu continues comme si de rien n'était, ça pulse, ça clignote, et le plus souvent, personne d'autre ne le voit. Alors, café de trop ou vrai problème? Dans la majorité des cas, c'est de la myochymie, des micro-impulsions involontaires liées à la fatigue, le stress, la caféine, l'alcool, le tabac, les yeux secs, la lumière trop forte, le surmenage visuel ou certains médicaments.
Ça touche la paupière du haut ou du bas, ça peut durer de quelques minutes à plusieurs jours et ça n'abîme pas la vision. Pour calmer un tressautement banal, fais simple. Dors un peu plus, réduis caféine et alcool, fais des pauses écran, utilise des larmes artificielles si tes yeux sont secs et gère le stress autant que possible. En revanche, si ça dure plusieurs semaines, si l'œil se ferme tout seul, si ça déborde sur le visage ou gêne la vision, là, il faut consulter. 9 fois sur 10, c'est totalement bénin. Et info utile, les écrans et la sécheresse oculaire sont des déclencheurs majeurs. Fasciculation. Ça crépite sous la peau, un petit sursaut ici, un autre là, alors que tu es complètement au repos. Ça bouge tout seul, mais sans faire bouger l'articulation. Ce sont des fasciculations. En clair, des décharges spontanées d'unités motrices qui font frissonner de petits paquets de fibres musculaires. Et dans la grande majorité des cas, c'est banal. Les déclencheurs du quotidien arrivent en tête. Stress et anxiété qui arrosent le système d'adrénaline, caféine en excès, nuit trop courte, déshydratation, grosse séance de sport. Ajoute à ça d'éventuelles carences en magnésium, calcium ou vitamine D et le tableau est complet. Des fasciculations isolées, sans perte de force, font plutôt penser à un syndrome bénin des fasciculations ou un simple surmenage. Ce qui aide est assez simple. Boire suffisamment, dormir, réduire caféine et autres stimulants, étirement doux, corriger un déficit quand il est réellement documenté, laisser aux muscles le temps de récupérer. Et, fait intéressant, le syndrome bénin des fasciculations colle très bien au profil anxieux, gros buveur de café.